La solitude est probablement un des pires fléaux de notre monde aujourd'hui. On est plus nombreux sur Terre que jamais, pour autant, on est de plus en plus isolés. Et qui est-ce que ça concerne? Ça concerne principalement cette souffrance-là, pas la solitude en tant que telle, ça concerne principalement les personnes hypersensibles, dépendantes affectives ou victimes de manipulation. Pourquoi est-ce que ça concerne ces 3 types de personnes en particulier? Donc peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. Eh bien, pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on a grandi dans une enfance en général pas forcément très confortable, avec des adultes qui étaient préoccupés par leurs propres souffrances, qui donc pouvaient difficilement accueillir nos émotions. Et vu que nos parents ne pouvaient pas accueillir nos émotions, on cherchait à essayer de les résoudre dans la société, dans le monde extérieur, avec d'autres adultes référents. Sauf que les autres adultes référents, ne gérant pas plus leurs propres souffrances et ayant finalement un carcan social qui a explosé avec la révolution des mœurs en 68, eh bien, à mon sens, en tout cas, c'est mon analyse. Vous pouvez d'ailleurs ne pas partager mon analyse au cas où, pas de souci, dites-le dans les commentaires. Et à mon sens, ça a amené à une société qui est de plus en plus individualiste. Avec le consumérisme, ça n'a pas aidé à la chose. Et finalement, la notion de référent externe qui peut nous reconnaître, qui peut nous accueillir, qui peut nous proposer de nous élever en fonction de nos compétences, en fonction de qui on est, être reconnu, valorisé et guidé vers une émancipation personnelle, bien tout ce schéma-là est parti en vrille avec la révolution des mœurs. Donc aujourd'hui, on vit dans une société où les adultes référents de notre enfance se sont préoccupés principalement de leur souffrance parce qu'ils ne savaient pas non plus quoi en faire, je leur jette pas la pierre. Eh bien, à ce moment-là, ça fait que nous, quand on a grandi dans cet environnement-là, on s'est senti de plus en plus seul, incompris, isolé. Et donc, on a un manque de reconnaissance fondamentale. Et à partir de là, on grandit avec ce manque-là. On cherche à se reconnaître entre nous, mais on a tous la même faille. Donc finalement, se reconnaître entre gens de même faille, ça fait que la faille ne fait qu'être mise en résonance et s'amplifier. Donc, qu'est-ce qu'on cherche comme solution? En général, on cherche la reconnaissance amoureuse. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les films qui marchent le mieux, ce sont 2 types de films différents. Les films d'action où il y a des gros muscles, il y a des grosses prises de risques, voire il n'y a même plus de conséquences, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui meurent, en fait, ils se relèvent, etc. Bref. Donc finalement, on vit dans un monde virtuel où la prise de risque n'existe plus. Pourquoi? Parce que être guidé dans le monde, c'est aussi être guidé jusqu'à la limite de la prise de risque, de ce qu'on est capable de gérer. Or, cette prise de risque, cette limite-là, elle a complètement explosé. Donc, on a peur. On a peur de plus en plus parce qu'on n'a jamais été accompagné à se confronter à la limite de ce qu'on sait faire, à la limite de notre zone d'expansion possible. On a été soit adultisé, soit au contraire surprotégé, étouffé. Et donc, la notion de limite et de prise de risque est compliquée. Donc, ces films-là fonctionnent et les autres films qui fonctionnent, en général, et oui, ce sont des films de rencontres amoureuses où les gens se reconnaissent les uns les autres et reconnaissent leur être, finalement, dans leur entièreté. Et donc, on va créer un fantasme comme ça. Alors, forcément, quand on n'a pas eu suffisamment d'accueil de nos émotions dans notre enfance et d'affection, eh bien, on va chercher cet accueil d'affection et cette reconnaissance de qui on est dans la relation amoureuse. On se dit que dans la relation intime, si jamais on ouvre son cœur, si jamais on est authentique, si jamais on est vrai, à ce moment-là, la reconnaissance de l'autre va nous apporter tout ce qui nous a manqué dans notre enfance. Pas de chance, ça mène à la dépendance affective et non pas au couple épanouissant comme on l'espère au début de relation. Et autant les hommes que les femmes, on est tous déçus de voir qu'au final, ça ne mène pas à ce qu'on souhaitait. Et on a beau mélanger son intime jusqu'à faire des enfants, jusqu'à construire quelque chose ensemble, il y a toujours un moment donné où cette faille de reconnaissance parvient exploser tout le game. Dans le sens où on n'a pas suffisamment de reconnaissance dans le couple, donc on va avoir une affaire extra-conjugale. On n'a pas suffisamment de reconnaissance dans le couple, donc on va aller chercher, je sais pas, à favoriser sa carrière. On n'a pas suffisamment de reconnaissance dans le couple, donc on va partir voyager à droite, à gauche. Et bref, on va toujours chercher quelque chose d'autre parce qu'on croyait que la solution était là. Et finalement, il y a une déception profonde. Donc on ne va pas rester dans cette solution. On ne va pas construire à partir de cette solution parce qu'on n'a pas appris à construire. Parce qu'on a appris à déconstruire. Parce que notre société nous a amené à déconstruire finalement les places des hommes, les places des femmes, les rôles des uns, les rôles des autres. Comment est-ce qu'on se complète dans une énergie commune pour aller dans un sens commun? Eh bien ça, c'est à la base d'un couple. Et ça, on l'a pas appris, on l'a pas vu. On a vu des adultes qui se sont déchirés. On a vu une société qui s'est déconstruite, qui s'est délitée dans les places des uns et des autres. Alors bien sûr, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. C'est toutes les personnes qui ont une tendance narcissique, en effet, parce que finalement, la connexion à l'autre, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'on va prendre de l'autre pour tirer la couverture à soi et pour s'illusionner, et je dis bien s'illusionner,
d'avoir réussi et d'être au-dessus des autres. Parce que finalement, il y a une pauvreté émotionnelle très très forte parmi ces personnes qui sont soi-disant en état de réussite. Et on le voit, hein, c'est souvent une flatterie d'ego. Elles se racontent à elles-mêmes qu'elles sont heureuses. Mais quand on creuse un petit peu, quand on va au-delà de la surface, et les hypersensibles le savent très bien, eh bien finalement, on a un cœur vide. Et ce cœur vide, c'est triste. Et c'est pas un schéma qui nous fait envie en tant qu'hypersensible. Donc en tant qu'hypersensible, pourquoi est-ce qu'on se sent seul aussi? Eh bien parce que on aime finalement se sentir en connexion avec l'autre. Et c'est cette connexion qui va nous remplir et qui va nous faire du bien. Et on va se connecter à l'autre en étant justement dans le subtil, dans les micro-expressions, dans aller capter ce qui vit chez l'autre au-delà de ce qu'il dit. Et on va essayer de capter l'authenticité de l'autre. Et malheureusement, dans une société où pour survivre, il faut montrer un personnage, eh bien, les hypersensibles ont tendance à capter l'incohérence des autres. Donc, en tant qu'hypersensible, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à s'extraire du monde et à s'isoler de plus en plus, alors que ce qu'on aime, c'est se connecter à l'autre pour justement reconnaître l'autre, mais aussi se sentir reconnu. Donc, on voit que là, on est dans une impasse parce que la dynamique relationnelle, finalement, est basée sur réparer les failles d'enfance et non pas construire quelque chose de commun. Et ça, c'est valable donc pour les personnes qui sont en dépendance affective, en hypersensibilité, mais ça donne lieu aussi à de la manipulation, dans le sens où, au bout d'un moment, à force d'être gentil, d'être altruiste et d'ouvrir son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, les gens nous exploitent. Et au bout d'un moment, on en a marre, on est fatigué. Donc, finalement, soit on se retire du monde pour ne pas être le méchant de l'histoire, soit on se dit, puisque c'est le jeu, puisque ça va règle du jeu, je vais faire la même règle du jeu. Et on n'arrive pas à être créatif et à s'élever par rapport à tout ça pour créer une autre dynamique relationnelle, pour créer une autre forme de jeu. Et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos au passage, eh bien, c'est un petit peu le modèle que je propose. C'est-à-dire, je propose de ne pas subir ce qu'on nous a proposé comme dynamique relationnelle, mais de nous élever pour pouvoir proposer quelque chose d'autonome sur le plan affectif. Et qui dit autonome, dit pas indépendant. Ça veut dire de pouvoir commencer à prendre sa responsabilité en termes de reconnaissance pour pouvoir ensuite échanger avec l'autre. Oui, mais voilà, on a peur de cette solitude, donc on a peur de ne plus se connecter à ces relations qui sont insatisfaisantes finalement. Et comme on a peur de la solitude, eh bien on va soit la provoquer pour ne pas la subir, soit on va sans arrêt courir après de nouvelles relations et multiplier les relations et être déçu systématiquement parce qu'on recherche profondément cette authenticité et cette reconnaissance fondamentale. Donc on voit bien que la solitude, c'est à la fois quelque chose qui s'impose à nous et quelque chose qui nous fait peur. Et on vit dans ce paradoxe-là en permanence. Et quand on fait ce constat-là, on constate que finalement, les gens sont tous quasiment en souffrance, ou en tout cas une grande partie, hein. Ceux qui sont en manque de reconnaissance, en profond manque de reconnaissance. Je ne parle pas du manque de reconnaissance surfacique, où finalement on sait un petit peu de quoi on est fait, qui on est, on connaît son cœur, finalement on pourrait dire ça comme ça, et qu'on va interagir au mieux avec les gens, et puis on va trouver son chemin dans la vie. Non, je parle de personnes qui ont vécu des enfances dramatiques, qui ont des traumatismes, qui ont des carences affectives de l'enfance qui sont très profondes, et on est de plus en plus nombreux. Pourquoi? Eh bien parce que, en effet, dans les années 80, il y a eu une vague monstrueuse de divorces qui a fait en sorte que c'était la souffrance des parents qui primait par rapport à la détresse émotionnelle de l'enfant qui demandait à être guidé aussi sur le plan émotionnel, à être guidé aussi sur le plan de sa construction. Donc on a grandi dans une société qui se déconstruit en termes de place sociale. Et aujourd'hui, on arrive à l'âge adulte et on n'est pas plus construit que ça. Et la société est encore plus déconstruite que ça. Donc, c'est compliqué de se reconstruire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on cherche à avancer, à chaque fois, on a peur de souffrir à nouveau et on a peur de se retrouver seul et d'être déçu. Et cette peur-là, elle nous limite, elle nous empêche d'être créatifs et de créer les relations harmonieuses dont je vous ai parlé juste avant. Et cette peur, finalement, on voit que, même si elle est tout à fait légitime, je ne suis pas en train de contester cette légitimité-là, elle est fondamentalement ancrée en nous. Et tant qu'on n'arrive pas à la dépasser, on espère être reconnu, mais on a peur d'être en connexion et en relation avec l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé, c'est son pouvoir créateur. On a l'impression de subir le monde. Or, le monde, il est tel qu'il est. Et finalement, la beauté du monde ne dépend pas tant de sa beauté intrinsèque que du regard qu'on lui porte. La beauté de l'autre, c'est la même chose. L'autre a des aspects qui sont très beaux et puis des aspects qui sont très sombres. Ça fait partie de la dynamique d'un être humain et pourquoi pas de ses paradoxes. Et donc, tant qu'on cherche la beauté ultime pour réparer ces parents qui n'ont pas su nous accompagner à travers l'autre et qu'on va chercher l'omniscience finalement chez l'autre, eh bien, on va chercher la relation amoureuse ultime. Et dans cette relation, on va chercher la personne qui va pouvoir nous guider à la place du parent qui ne nous a pas guidés. Mais à ce moment-là, on est dans une posture d'enfant, donc on n'est pas dans une dynamique d'alter ego à travers laquelle on va pouvoir construire. On est dans une dynamique où on va chercher un sauveur. Et malheureusement, ça ne fonctionne
Jamais. Donc déjà, dès la démarche de départ, chercher un sauveur à notre reconnaissance, c'est un problème. Pourquoi? Eh bien parce que ça induit directement une dynamique du triangle de Karpman. Si on cherche un sauveur, ça veut dire qu'on s'estime victime. Si on se positionne en victime, eh bien ça veut dire qu'on rentre, mais directement dans le triangle de Karpman, inconsciemment bien sûr, bourreau, victime, sauveur. Et de toute façon, si on a un des trois rôles, on aura aussi les deux autres à un moment donné de la relation. Et si on affuble l'autre d'un des trois rôles, il aura aussi les deux autres à un moment donné dans la relation. C'est une dynamique relationnelle implacable. Elle a été démontrée un nombre de fois incalculable. Vous pouvez aller chercher sur Internet le nombre de sites qui en parlent. C'est phénoménal. Karpman, ça s'écrit avec un K. Je vous laisse chercher après cette vidéo le site qui vous parlera le plus. Il y en a tellement que j'ai même pas le goût de vous guider là-dessus. Donc, on voit bien, et c'est là où je voulais en venir, que finalement sortir de cette solitude et sortir de cette peur de cette solitude commence par le fait d'envisager une dynamique relationnelle différente. Et la dynamique relationnelle différente, c'est une dynamique avec de l'autonomie, avec de la reconnaissance de l'autre, mais aussi des limites de l'autre, et aussi des paradoxes de l'autre, et aussi de la personnalité protectrice de l'autre, même si ça crée une forme d'incohérence quelque part. On est tous paradoxaux, on est tous incohérents quelque part. On n'en a pas forcément conscience. Et à force de regarder l'incohérence de l'autre, on oublie de regarder que nous, on cherche aussi, on a cette incohérence de démarche, hein, on cherche à se connecter à l'autre, mais comme on a peur de ne pas être reconnu, eh bien, on va mettre en place des garanties, on va mettre en place des systèmes de protection, on va mettre... Donc, à la fois, on a un pied sur l'accélérateur pour dire « j'ai envie d'être en relation avec quelqu'un », mais on a un pied sur le frein pour dire « j'ai peur de souffrir ». Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous dire si jamais vous contrôliez cette peur, vous apprivoisiez cette peur pour pouvoir enlever le frein lorsque vous rencontrez une personne très intéressante, peut-être paradoxale, oui, mais très intéressante et bienveillante fondamentalement, avec laquelle il y a quelque chose de constructible, mais elle n'est pas omnisciente. Mais oui, il y aura des limites, il y aura des domaines dans lesquels vous ne pourrez pas échanger avec, et non, ce ne sera pas votre parent de substitution. Mais oui, il y a des peurs, et ces peurs-là, en fait, si vous les mettez dans la relation, elles vont faire exploser la relation au final. Je l'ai testé un nombre de fois incalculable et j'ai accompagné un nombre de personnes incroyables dans cette dynamique-là. Plus on met de la peur dans une relation, plus cette peur grandit et finalement gangrène la relation. Donc, on voit bien que ce pied sur le frein qui est lié à ces peurs-là, alors les peurs sont toutes légitimes et nécessaires, attention, les peurs vont venir nous donner un message. Mais ce message, vu que nos parents ne nous ont pas appris à le gérer parce qu'ils étaient occupés dans leur souffrance, eh bien nous, on ne sait pas quoi en faire. Alors, je suis allé explorer ça pour vous et j'ai essayé de vous transmettre les bases de l'intelligence émotionnelle et notamment de l'apprivoisement de ces peurs dans un défi gratuit, parce que je pense que ça peut faire du bien à l'ensemble de l'humanité. Non, j'ai pas peur des mots. Oui, c'est utopiste. Oui, je sais. Non, je me prends pas pour Dieu. C'est juste que j'ai exploré un chemin dans une direction et je me suis rendu compte que grâce à l'approche systémique, on pouvait apprivoiser ces peurs. Non pas les annihiler, non pas vivre sans ces peurs, mais apprivoiser ces peurs, vivre avec et essayer de composer avec ces peurs quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de créatif, quelque chose où justement notre élan d'enthousiasme et d'envie prend le pas sur notre peur d'être déçu. Et donc, de garder cette curiosité de l'autre, cet enthousiasme, cet élan, cette envie, finalement, de créer quelque chose peut-être imparfait, peut-être paradoxal, peut-être avec certains manques d'authenticité parfois, peut-être avec un peu d'ego, etc. Mais sans cette peur, finalement, d'être déçu pour pouvoir se réjouir de ce qui est construit. Et on aura toujours des peurs, même si on n'en a pas conscience. Je sais qu'il y a des gens qui ont la sensation de ne pas avoir peur de quoi que ce soit parce qu'elles se sont mis dans une bulle protectrice à l'égard du monde et elles ont l'impression qu'elles ont la vérité et donc elles n'ont pas peur du miroir de l'autre. Mais le miroir de l'autre, il est confrontant aussi dans une relation. Une relation amoureuse, et notamment intime, eh bien, va nous provoquer un miroir de nous-mêmes dans l'intime. Et cet intime-là, il n'est pas toujours agréable à voir puisque ça nous désillusionne par rapport à l'idéal qu'on s'est fait de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose de complexe. Pour autant, on peut l'accueillir sans en avoir peur et décider de grandir à partir de là. Mais tout ça, ça ne peut, pour moi, émerger que si on commence à apprivoiser des peurs qui ont grandi dans l'enfance, de ne pas être reconnu pour qui on est, de ne pas être accueilli avec nos émotions, dans notre complexité, dans nos paradoxes, et donc de déconstruire finalement ce personnage social obligatoire dans la relation intime, parce que qu'on l'ait dans les relations communes, c'est normal, mais on peut commencer à l'ouvrir et à le déconstruire dans la relation intime sans avoir peur d'être déçu, sans avoir peur finalement d'être blessé à nouveau. Et donc, il y a toutes ces peurs-là qui sont un package, on va dire, de peurs qu'on va mettre dans la relation intime. Tant qu'on n'a pas appris à les apprivoiser, eh bien, toutes ces peurs-là vont nous guider vers quelque chose de complexe et d'explosif, au final, dans une relation de souvent décevant. Et ça fait pire que mieux parce qu'après, eh bien, on a tellement souffert dans la relation qu'on se dit, je veux plus de relation, et puis voilà, et puis c'est marre, et puis c'est comme ça, et au moins, je vais plus souffrir. Ouais, mais sauf que on n'a pas cette connexion, on n'a rien avancé, on s'est juste protégé. Et on ne peut pas protéger le vivant est toujours en mouvement. Donc on a besoin de vivre et notre cœur, il a besoin de battre, et il a besoin d'être en échange et d'aimer avec les autres. Donc voilà,
apprivoiser ses peurs, pour moi, c'est la base, c'est la première marche du développement de son intelligence émotionnelle qui ensuite va donner lieu à des relations de plus en plus authentiques. Alors peut-être qui auront moins de goût d'absolu de ce qu'on cherche initialement, mais on a bien vu dans cette vidéo, en tout cas j'espère que je vous ai convaincu, que cet absolu cherchait à réparer quelque chose de l'enfance. Or, c'est pas une personne qu'on rencontre à l'âge adulte de réparer ce qui s'est passé dans notre enfance alors que la personne n'était pas là et n'en est pas responsable. Donc, on voit bien qu'on va affubler l'autre d'une responsabilité qui n'est pas la sienne et c'est ce qui fait que la plupart des couples explosent au passage. Donc, l'idée, c'est d'apprivoiser ses peurs pour pouvoir ensuite commencer à être de plus en plus authentique dans la relation et de savoir avec qui et non pas avec n'importe qui et jusqu'à quel degré aussi commencer à effacer un petit peu ce personnage social pour montrer de plus en plus d'authenticité, de plus en plus de paradoxes, de plus en plus de part d'ombre, parce que ça fait partie aussi des relations intimes. Et donc, ne pas avoir peur d'être rejeté si on révèle sa part d'ombre, ça fait partie en effet des peurs fondamentales qu'il y a dans le couple et qui font que la plupart des relations dysfonctionnent au bout d'un moment. Donc, si vous voulez commencer à apprivoiser vos peurs, j'organise très bientôt un défi. Vous cliquez sur le lien qui est autour de cette vidéo, vous aurez tous les détails, les dates, la durée, comment ça fonctionne, les détails techniques, etc. Comment vous inscrire aussi. C'est gratuit. Ça va vous demander de vous impliquer 1h30, 1h30 à 2 heures par jour pendant 5 jours. Je pense que c'est quelque chose comme ça, entre suivre le défi et réaliser les exercices qui sont proposés, parce que l'objectif du défi n'est pas de vous former pour emmagasiner du savoir en termes de connaissances. L'objectif du défi, c'est de vous proposer une mise en mouvement pour vous confronter à ces peurs sur le plan pratique. Parce que, bah oui, quand on ressent des peurs, c'est pas avec son cerveau qu'on les gère, parce que quand on ressent des peurs, notre cerveau, il y en a quasiment plus. Donc, quand on ressent des peurs, on réagit par rapport à ces peurs. Donc, on ne peut progresser que si on se met en mouvement et qu'on se rapproche de ses peurs. Alors, l'objectif, c'est de vous guider en toute bienveillance, en toute sécurité, sans vous confronter non plus trop à des peurs démentielles, de vous accompagner pas à pas vers la découverte de l'apprivoisement de ces peurs et pour ensuite commencer à enclencher cette dynamique de rapport à la peur qui change. Plutôt que de les subir, eh bien, vous saurez quoi en faire. Vous pourrez les apprivoiser petit à petit et faire en sorte qu'elles prennent de moins en moins de place et dans votre relation intime et dans votre vie de manière générale, pour commencer aussi à oser vous affirmer et à oser, non pas vous imposer, vous affirmer, c'est-à-dire exister en tant que vous-même et du coup avoir moins besoin de reconnaissance existentielle puisque vous-même, vous vous autoriserez davantage à exister. C'est plein de promesses, c'est un défi qui a déjà été édité plusieurs fois, il a fonctionné pour énormément de personnes. Il est gratuit, sans engagement, il n'y a pas d'entourloupe. L'idée, c'est vraiment que moi, je puisse accomplir ma mission de vie grâce à ça, parce que quand on a découvert quelque chose d'extraordinaire qui peut aider énormément de gens, eh bien, en général, on n'a pas envie de le garder pour soi. Donc, avec toute l'équipe, on organise régulièrement ce défi sur les peurs, 1 à 2 fois par an en général, et on prend sur notre temps pour pouvoir, en effet, aider plein de gens. Et puis, ça permet aussi de découvrir la systémique, qui est une nouvelle approche que vous ne connaissez probablement pas, et j'espère qu'elle vous inspirera. Sur ce, je vous invite vraiment à vous inscrire et je vous dis à très bientôt pour le défi. Prenez soin de vous. Ciao.